Bonjour à tous, alors Fabien Clairaut. L'idée était de vous présenter aujourd'hui le résultat des travaux de recherche que j'ai menés dans le cadre de ma thèse avec Nature Alliés Environnement, qui est un bureau d'études, et le Centre d'écologie des sciences de la conservation au Muséum et l'Université de Greifswald en Allemagne, donc encadré par Christian, Sébastien et Benjamin. Voilà, donc il y aura un peu de redite sur la partie introductive de ce qu'avait pu dire Tiffaine Deveau déjà ce matin. Mais bon, il faut quand même un peu remettre dans le contexte. Donc, globalement, vous savez que les chauves-souris vont avoir des domaines vitaux plus ou moins importants qui vont utiliser différents patchs d'habitat. Et pour accéder à ces patchs d'habitat, les chauves-souris vont utiliser des corridors écologiques tels que les haies. Lorsqu'une route, notamment une autoroute, va se construire, on peut avoir des effets négatifs tels que la baisse des domaines vitaux, mais également aussi une perte des habitats, voire même de la destruction de gîtes. D'autres impacts comme la rupture des continuités écologiques. Dans le cas d'une étude avec David Pinault et Maxime Lochman, on avait trouvé que à partir qu'il y avait 38 mètres de trouée dans un corridor, ça pouvait faire baisser drastiquement la probabilité de franchissement de cette continuité, ces 38 mètres qui correspondent globalement aussi à la largeur d'une autoroute. Nous avons aussi des risques de collision et donc de mortalité. Également des impacts de la lumière par les phares des véhicules, mais aussi le bruit généré par le trafic. Ce qu'on sait sous nos latitudes, enfin je veux dire pour les chauves-souris insectivores, c'est une étude nord-américaine, c'est que l'impact des autoroutes sur l'activité des chauves-souris va pouvoir impacter 4 espèces communes en Amérique et en Europe. Ce qui est connu, c'est une étude par Anna Bertinson et John Altigram en Angleterre, pardon, qui ont trouvé un impact de la route sur l'activité de la pipistrelle commune jusqu'à 1,6 km et que cet effet était linéaire, c'est-à-dire qu'il pouvait progressivement être beaucoup plus étalé. Donc, dans le cadre de ma thèse, l'idée était de voir si cet impact-là pouvait aller se répercuter plus loin dans le paysage. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris 3 sites d'études en France, localisés soit sur des autoroutes, soit sur ces 2x2 voies, puisqu'il n'y a pas d'autoroute en Bretagne, du côté de Rennes. Il y avait aussi au nord de Niort sur l'A83 et sur la 10 en dessous de Niort. Donc, sur ces 3 sites d'études qui ont une aire d'étude de 10 km par 10 km, il y a eu au total une centaine de points sur chacun de ces sites qui ont été réalisés en période estivale et des points qui ont été distribués de 0 à 5 km de distance de la route dans différentes classes d'habitat et dans 5 grands types d'habitat. Tout a été varié et stratifié en fonction de ce plan d'échantillonnage. Donc les principaux résultats, ça a été qu'on trouvait des impacts jusqu'à 5 km de distance sur l'activité de chasse et de transit des chauves-souris. Donc on a retrouvé exactement les mêmes résultats qu'on pouvait avoir sur la pipistrelle commune, mais on en a trouvé également sur la sérotine commune, le groupe des murins, le petit rhinolophe et sur les espèces de milieux encombrés. Il y avait une autre partie dans le cadre de la thèse que je voulais étudier qui était de savoir si ces autoroutes-là pouvaient avoir un impact sur la structuration génétique des populations. Donc ça a été une étude qui a été faite grâce à la collaboration d'Éric Petit et Pierre Loujean, donc, et de beaucoup de structures partenaires qui sont citées en bas, Picardie Nature, la SHNA, Bretagne Vivante, la LPO 37 et le groupe Chiroptère Pays de la Loire. Donc l'idée était de faire l'échantillonnage de guano qui est à partir d'une espèce qui était le petit rhinolophe, où on a regardé l'ADN à travers le guano. Donc le plan d'échantillonnage était d'avoir toujours des colonies estivales qui avaient au moins 15 individus et qui étaient de part et d'autre de la route et à équidistance d'une colonie témoin. C'est-à-dire là on va avoir la même distance ici que la distance qui est de là à là.
L'idée était de voir comment se faisait le mouvement des individus, de regarder si isolement l'IA se fait uniquement par la distance génétique et géographique, et de regarder s'il pouvait y avoir potentiellement une barrière génétique. Donc ça a été des échantillonnages sur 2 années consécutives, avant et après naissance des jeunes. Donc on a pu étudier, pour cause de manque de financement, un seul site sur les 5 qui ont été échantillonnés. Et les résultats que nous avons trouvés, c'était des échanges génétiques beaucoup plus faibles entre colonies séparées par une route et des échanges génétiques beaucoup plus importants entre des colonies qui étaient non séparées par une route. Une fois que tous ces impacts ont été identifiés, l'idée dans le cadre de la thèse était de savoir comment on pouvait évaluer les mesures de réduction qui sont mises en œuvre justement pour favoriser cette connectivité écologique et l'échange d'individus entre colonies séparées par une route. Donc, quand on parle de mesures de réduction, de quoi nous parlons? Donc, on va parler des structures qui peuvent être au-dessus des routes, comme les chiroptéroducs, les passages à faune, ceux qui sont en dessous de la route, les ponts, les tunnels, et il y a d'autres mesures qui sont préconisées, typiquement la réduction de la vitesse ou la plantation de haies pour amener vers un passage inférieur ou supérieur. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé au chiroptéroduc. Donc, qu'est-ce que c'est un chiroptéroduc? Donc, c'est un ouvrage dédié au franchissement des chauves-souris et qu'elle pourrait percevoir et qui pourrait fonctionner aussi comme une haie et dont les chauves-souris pourraient le percevoir par écholocation. Tout ça dans le but de les faire franchir au-dessus de la route et aussi au-dessus de en toute sécurité. Donc les différentes localisations connues jusqu'à présent, parce que potentiellement il peut y en avoir ailleurs. Donc on en a un au-dessus de Paris qui est avec des cordes et des boules qui ont été façonnées par alvéole pour que l'écolocation adhère mieux pour les chauves-souris. On a ce même dispositif qui a été mis près de la A75. Nous avons deux espèces de bassines métalliques qui ont été mis au niveau de l'A89. Nous avons un portique sur l'A83 expérimental, donc c'est un simple portique de signalisation sur lequel on a ajouté une grille pour que les chauves-souris puissent mieux percevoir l'ouvrage. Et le tout premier qui est connu par quasiment tout le monde, qui est sur la A65, qui est un cubage métallique. Donc, comment on a évalué ces chiroptéroducs? Donc, par deux méthodes. La première question était de savoir comment les chauves-souris pouvaient percevoir le chiroptéroduc. Donc, on avait fait des suivis acoustiques par l'utilisation de la stéréo. Et on a utilisé aussi une caméra thermique pour évaluer la hauteur de vol des chauves-souris à l'approche de ces ouvrages. Donc pour la méthode acoustique, je vais quand même l'expliquer brièvement. Donc vous avez ici des micros de part et d'autre de la route que l'on a disposés de façon perpendiculaire à la route. Donc on les a mis l'un en face de l'autre. Le principe, vous avez une chauve-souris qui arrive de l'habitat naturel et qui va s'engager sur la route. Par synchronisation des deux micros, on va pouvoir retrouver quelle est l'espèce et savoir si, en fonction d'un calcul sur les cris, si elle s'est bien engagée sur la route ou si elle est restée de l'autre côté. Ensuite, la chauve-souris va traverser la route. Nous allons refaire le même calcul sur les cris. Et ensuite, on va matcher les entrées et les sorties en fonction des espèces et du temps de traversée. Donc, sur les sites sur lesquels on a mis en place cette méthode, donc ça a été sur 3 sites sur la 89 et au nord de Paris. Donc il y a eu 6 paires d'enregistreurs acoustiques par site, voilà, qui sont les carrés jaunes, et sur 5 nuits consécutives pour Moulins Paris et le Millonnais, et 4 nuits consécutives pour le site de Troissereux au nord de Paris. Donc je vais faire un zoom sur les résultats. Donc, nous avons la petite étoile qui correspond à la localisation de l'ouvrage dédié, les carrés jaunes qui sont la localisation des enregistreurs acoustiques en stéréo de part et d'autre de la route. Et ici, nous avons en axe des abscisses les paires d'enregistreurs qui sont
localisé ici, et nous avons en ordonnée le nombre de chauves-souris qui ont traversé la route. Fabien, Le pour cadre jaune, information, il te reste 5 minutes. ouais, je vais faire rapide dans ce cas. Donc nous avons cadre jaune le nombre de chauves-souris qui traversent au niveau du chiroptéroduc, et nous avons sommé l'ensemble des passages de chauves-souris au-dessus de la route au niveau de corridors identifiés lors de l'étude d'impact. Donc on a fait ça pour l'ensemble des 3 sites. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a de plus de fortes traversées au niveau des chiroptéroducs, qui sont les carrés jaunes, uniquement s'ils sont placés correctement dans un corridor écologique. On a une faible attractivité en revanche des ouvrages dédiés par rapport au reste du corridor écologique, c'est-à-dire quand on somme l'ensemble des traversées dans le corridor écologique, on se rend compte que c'est quasiment inégal. Donc, dans cette mesure, on dit que c'est insatisfaisant ce type de mesure. D'où la nécessité de comparer avec un plan d'échantillonnage en before-after et contrôle impact pour voir si réellement les chiroptéroducs ont quand même permis d'augmenter significativement le nombre de traversées de route. Ce qu'on a fait sur le site avec le portique expérimental du côté de Niort, où nous avons une zone témoin et une zone impactée qui va être la localisation du chiroptéroduc. Donc là, c'est une vue aérienne avant la pose du portique. Donc je fais vite. Donc ce que l'on trouve, c'est que avant l'installation du portique expérimental, nous avons dans les petits carrés blancs les nombres de traversées de chauves-souris au-dessus de la route sur le contrôle et les petits points noirs sur le site traitement, là où va être localisé le chiroptéroduc. Donc ensuite, on est revenu après avec le même plan d'échantillonnage et la même stratégie d'échantillonnage et on peut voir qu'il y a des modifications au niveau du portique. Donc globalement, on peut dire que les chauves-souris franchissent plus la route au niveau du site traitement, là où il y a le portique, que site contrôle, mais qu'on a une augmentation significative de traversée des chauves-souris au niveau du chiroptéroduc et pas du tout au niveau du site contrôle. Donc globalement, ce que je disais, comme je dois faire vite, les chauves-souris peuvent franchir la route au niveau des ouvrages dédiés si elles sont correctement placées dans un corridor écologique, mais la mesure est satisfaisante et globalement, ça marcherait mieux quand le corridor écologique est étroit tel qu'une haie. Après, d'autres études seraient nécessaires, notamment sur les milieux situés sur les boisements, pour voir comment on peut favoriser le passage des chauves-souris par les chiroptéroducs. Et là, du coup, je vous ai présenté la méthode acoustique, donc il y avait la méthode par caméra thermique, qui était pour évaluer la hauteur de vol des chauves-souris. Donc, je vais quand même faire voir une vidéo parce que c'est peut-être la chose la plus intéressante. Donc, avec la caméra thermique, donc, nous avons, pour vous faire voir le vol des chauves-souris, donc ça va arriver. Il y en a une là ici, il va y en avoir une en haut, une qui va revenir en longeant le talus. Donc, je ne sais pas si tout le monde a bien vu. Donc ensuite, on a traité toutes ces données-là par le Batracking Toolbox qui vient tout juste qui va bientôt être publié, pardon. Il a été accepté en décembre. Et donc du coup, vous pouvez retrouver toutes les trajectoires de chauves-souris qui correspondent à ces petits points et les traits. Ensuite, on a analysé ça via le protocole avant-après. Donc j'ai remis en boxplot les hauteurs de vol avant la pose du portique et après la pose du portique. Donc, ce qui est en dessous de 5 mètres, c'est quand c'est en zone de danger, et au-dessus, c'est en zone sécurisée. Donc, dans ce contexte, on peut dire que l'ouvrage dédié augmente significativement la hauteur de vol des chauves-souris. Là, il faut savoir que là, c'est à peu près 20% des chauves-souris qui étaient en zone de collision, et ici, on est en dessous du seuil de 1% des chauves-souris qui sont à risque de collision. Donc, dans les termes de perspective, donc c'est que ces méthodes peuvent être utilisées dans d'autres contextes par d'autres études. Donc, on peut regarder la restauration des répressives. On peut aussi inverser le positionnement des chauves-souris pour savoir, pas le positionnement des chauves-souris, des micros, pardon, pour voir si ça vole au-dessus ou en dessous, par exemple, d'une pale d'éolienne. Donc là, c'était ce que vient de présenter Kevin sur l'effet de l'éclairage artificiel nocturne. Et on peut aussi utiliser ça sur d'autres types de mesures de réduction comme les hop-overs. Donc je tenais à remercier l'ensemble des partenaires, la direction de thèse et aussi le personnel du muséum pour l'organisation de ces rencontres de Bourges. Voilà, c'est fini.
Merci Fabien. Alors, on va pouvoir prendre une question, question de Michel Lemaire. Ces chiroptéroducs ne sont pas reliés à la végétation. N'est-ce pas une raison en plus qui explique la mauvaise utilisation de ces aménagements? Alors, parmi ceux que j'ai présentés, il y a seulement un seul chiroptéroduc qui n'était pas relié à la végétation. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas vraiment la principale raison qui ferait qu'elle serait pas utilisée. Ça fait partie d'une des raisons. Si je reviens assez brièvement, ce qui s'est passé, c'est que si on prend ce site-là, typiquement, là, en fait, on avait une vallée ici, donc c'était bien encaissé, on avait un petit ruisseau. Donc, le chiroptéroduc, à la base, il aurait dû être posé là. Sauf que, en faisant un espèce de remblai, on a modifié les comportements de vol des chauves-souris, ce qui veut dire que la chauve-souris va arriver sur le talus, pointer, et par effet d'obstacle de perception dans le paysage, vont avoir tendance à longer ici et traverser beaucoup plus ici. Donc en fait, typiquement, le chiroptéroduc aurait dû être mis ici, puisque de toute façon, c'est là où on a le plus de franchissement de chauves-souris, parce qu'ici, on a typiquement de la végétation. De l'autre côté, il y a eu de la replantation avec des ganivelles pour mieux aider les chauves-souris à y aller, et on se rend compte que il y a quand même moins de passage au niveau du chiroptéroduc, et ici où on a l'absence totale de végétation, là c'est un bassin de rétention, de l'autre côté c'est une prairie, et pourtant les chauves-souris vont quand même traverser là ou vont aller vers l'ouvrage qui est juste là pour franchir en toute sécurité. Donc, ça peut faire partie d'une des explications, mais c'est plutôt un cumul d'effets ou de facteurs qui peut amener une mauvaise utilisation des chiroptéroducs. Merci. Alors, une dernière question. Denis Vincent demande quelle est l'efficacité du premier ouvrage à Roquefort. J'en ai aucune idée. Alors Jean-François pourra peut-être en parler parce qu'il me semble qu'il y avait eu une étude du muséum là-dessus. J'ai pas pu faire ce protocole d'échantillonnage sur ce site-là, tout simplement parce que quand je les ai contactés, m'a fait balancer de service en service, me disant voilà. Donc au final, je n'y suis jamais allé pour aller regarder. Mais il me semble qu'il y avait eu une étude du muséum bien avant que je commence la thèse à ce sujet-là. Donc, je t'invite, Denis, à potentiellement demander à Jean-François s'il l'a. Merci Fabien.